Donc, comme je vous disais tantôt, j'ai dans ce modèle-ci ma surface, mon contour, et ce que je veux faire, c'est d'aller compléter mon modèle pour avoir tout ce que j'ai besoin. Ce que j'ai besoin en premier lieu, c'est un point sur ma surface qui va correspondre au seed point dont je vous parlais tantôt. OK? Et sur ce seed point-là, que je vais utiliser aussi comme référence pour ma rosette, donc le système d'axe de la pièce, je vais venir utiliser ici la fonction Axis System en utilisant comme origine mon point et en obtenant à ce moment-là quelque chose qui reproduit ce que j'avais sur ma boussole. OK, je pourrais avoir un système d'axe qui est défini à partir de lignes dans l'espace, des choses du genre, mais là, j'invente pas à roue, là, je reprends ce qu'il y a ici. Donc, j'ai une rosette qui va être prête à être employée. Maintenant, je veux ultimement prendre le contour que j'aurai défini et le déplier. Ça va me prendre un plan. Donc, je vais aller créer mon plan offset à l'un des plans de départ. Puis, c'est une question de goût, là, mais moi, j'aime bien avoir un plan comme au-dessus de la pièce pour voir si je garde une certaine intégrité là, dans ma forme. Donc, une quinzaine de pouces au-dessus de la pièce, ça fait mon bonheur dans ce coin-ci. Ça, c'est correct. Puis, j'ai besoin d'un point où on va recalculer le dépliage du pli en tant que tel qui est sur ma surface. Et ce point-là, je pourrais prendre celui-ci et le projeter sur le plan. Je peux me définir simplement un point sur plan comme ça. Ça va faire le travail aussi. Il n'y a pas besoin d'être directement aligné, c'est pas dramatique. Donc là, j'ai ma géométrie de départ pour pouvoir me définir un pli composite. Donc, je vais sortir en n'oubliant pas que pour utiliser le module composite, il faut avoir amorcer ou démarrer CATIA en utilisant l'option Sheet Metal Aero ou Composite. OK, c'est pas avec le module de base. Donc, je vais ici aller chercher la fonctionnalité Composite Design. Et par défaut, ben, j'ai rien. J'ai rien parce que j'ai exactement un petit cône que vous connaissez de Sheet Metal Aero qui fait qu'on ne peut rien définir en métal en feuille tant qu'on n'a pas défini les paramètres du matériau. Je fais pareil. Donc, je vais dans mes paramètres. J'ai pas de matériaux, je vais aller en ajouter à travers un catalogue qui n'est pas là. Donc, je vais aller le chercher dans le dossier Composite, OK, Win64 Startup Composite. Il y a un catalogue de matériaux, je le prends. Dans ce catalogue-là, j'ai un certain nombre de matériaux, OK, un grand nombre que je ne connais pas, et glace, qui doit être la fibre de verre. Donc, on va prendre glace et on va prendre, disons, du P1454G814. OK? Donc, je viens de définir deux matériaux. Qu'est-ce que je connais? Le nom du matériau, c'est-à-dire le type, l'identifiant, son nom, son type, donc c'est deux unidirectionnels. L'épaisseur du matériau, une fois polymérisé, OK, donc une fois passé au four, cured, relativement 11 millièmes pour celui-ci, 7 millièmes pour l'autre. Uncured, 11 millièmes 4 versus le 11 qu'on a ici, on perd quand même 0.8 millièmes. Ici, je perds 0.8 millièmes aussi, en uncured pour le fibre de verre. La largeur du matériau, donc c'est un unidirectionnel, il y a de bonnes chances qu'il soit en rouleau à 47 pouces de large, alors que celui-ci, à 12 pouces de large, il peut être en rouleau aussi, mais peut-être que c'est un unidirectionnel qui est sur une machine 5 axes à ruban, tape layering system. Donc, ça peut être ça. OK, à 12 pouces de large, je suppose, aucune idée de qu'est-ce que c'est le matériau. On donne un warn angle de 15 degrés. Donc, tout ce qui va être en bas de 15 va être en bleu quand je vais faire une analyse. Tout ce qui va être entre 15 et le limit angle, donc entre 15 et 30, va être jaune. Et ce qui sera au-dessus du limit angle apparaîtra en rouge. On donne le poids par unité de surface et on donne le poids par unité de volume. OK, donc je peux encore ouvrir ça, aller faire ça et cesser. Donc, c'est ce que je connais des matériaux, en partant. Maintenant, dépendant de ce que je voudrais faire comme pièce, vous savez comme moi que l'une des caractéristiques très intéressantes des composites, c'est que si j'ai une pièce qui travaille dans une direction particulière, bien, je peux m'arranger
pour renforcer ma pièce dans cette direction particulière-là en mettant juste du unidirectionnel dans la direction qui m'intéresse. Donc, si, par exemple, par rapport au système d'axe qui est là, bien, il était nécessaire que ma pièce travaille plus dans ce sens-ci, qui est, disons, à 35 degrés plutôt que 45 degrés, bien, je pourrais être intéressé parce que j'ai toujours 4 directions de base. 0 plus 45, moins 45, 90, c'est là tout le temps. Mais si j'ai besoin de plus 35, ben, je peux ajouter une direction. Je vais lui donner un nom. Je vais lui donner une orientation. Je vais lui donner une couleur. Donc, on va le mettre saumon, mettons. Ce qui va faire que maintenant, dans ma liste, j'ai une valeur de plus que je peux réorganiser pour que ce soit plus facile à traiter. Et là, j'ai mon 0 qui est gris. J'ai mon 35 que je viens de créer qui est saumon. J'ai mon 45 qui était là qui est rouge. J'ai mon moins 45 qui est en jaune. J'ai mon 90 qui est en bleu. OK? Donc, chaque orientation va avoir des couleurs, puis je vais voir tantôt que ces couleurs-là vont me servir à identifier qui est quoi dans mon modèle. OK? Finalement, je pourrais aussi décider à l'intérieur d'une application et d'une zone définie d'avoir un laminé. Et le laminé, c'est la recette de cuisine. Donc, si dans une zone à 4 plis, j'ai besoin de 0,45, moins 45, 90, bien, je définis ça. Si j'ai besoin de 0,45, 90, 90, moins 45, 45, 45, 90, 45, nommez-les, là. Je vais sortir ma recette de cuisine, je vais me faire une belle petite table Excel, m'en sauvegarder, puis je vais arriver ici, puis je vais la réimporter pour pouvoir l'exploiter. OK? C'est des recettes, là. Ça fait que, dans ce cas-ci, on n'en a pas, mais ça s'emploie. Une fois que tout ça est fait, bien, mes paramètres sont définis pour ma pièce et on voit que dans ma structure, les deux matériaux apparaissent, les orientations apparaissent et je suis prêt à y aller. OK? Donc, pour définir un pli, je vais sortir quelques barres d'outils parce que j'en ai quelques-unes. Et on voit que tout ce qui est en gris n'est pas utilisable tant que je n'ai pas la géométrie qui me permet de le supporter. Donc ça, c'est bien parce que jusqu'à R20, je pense, tout était disponible. Ça fait que là, il y avait tellement d'icônes, on commençait, je ne savais pas vraiment là, par quoi toucher, mais ou quoi toucher, mais là, c'est déjà un petit peu mieux. Là. Donc, je vais me définir un pli. Donc, j'ai une fonction pli ou ply qui existe. Quand je définis un pli, j'ai besoin de connaître la surface sur laquelle il s'appuie, le contour qui définit le pli en question, et quand le contour est complet d'un coup, ben, j'ai tout de suite un chevron vert. Si j'avais sélectionné plusieurs éléments, ben, tant que je les sélectionne, j'ai un X rouge, puis quand je prends le dernier qui ferme la boucle, ça devient un chevron vert. Donc, j'accepte ça. Donc, j'ai défini mon contour et ma surface. Maintenant, ce pli-là, c'est quoi? Le premier pli qu'on met dans un moule sur la probablement totalité des pièces composites, c'est un pli de fibre de verre. Ou des pièces d'avion, en tout cas, là. C'est un pli de fibre de verre parce que le fibre de verre est sacrificiel. Il n'entre pas dans le calcul structural de la pièce. Il protège la pièce comme ça. Si pour la sortir du moule, il faut malheureusement avoir à la forcer un peu, bien, si ça accroche un peu à la pièce, c'est le fibre de verre qui paye et non pas ce qu'il y a en dessous, qui est habituellement du carbone. Si après ça, pour faire la finition de ma pièce, bien, il est nécessaire de sabler, d'aller rajouter un peu de poté, c'est encore le fibre de verre qui paye. On ne touche pas la partie intègre du matériau. Ce qui fait que ce pli-là, c'est habituellement le pli de départ. Donc, on va se faire un pli de fiberglass à 0 degré par rapport à la rosette qui est l'axe ici. Maintenant,
J'aurais pu le faire tantôt, mais quand j'ai sélectionné ma surface, j'ai mon Draping Direction qui est apparu. On suppose que j'accède du côté que je vois présentement, donc il faudrait que je remplace ici ou que j'inverse là. OK? Donc, un ou l'autre, ça va marcher, là, mais je veux être de ce côté-là. Et finalement, j'ai une option Flatten qu'il faudrait que j'aille fouiller, parce que je ne me rappelle pas exactement à quoi ça servait, mais c'est possiblement pour rapporter sur mon pli de la géométrie qui aurait déjà été définie dans le plan de départ. Mais on va y aller avec ça. Donc, j'ai un stacking qui a été créé, dans lequel j'ai une séquence qui a été créée, dans lequel j'ai un premier pli qui existe, qui a comme attribut que c'est en fibre de verre à 0 degré avec un système d'axe qui est là, et dont la géométrie, ben, c'est le contour qui est ici. OK? Bon. Je veux ultimement déplier ce pli-là. Mais pour être capable de le déplier, il va falloir d'abord que je l'analyse. Et pour l'analyser, je vais avoir besoin de l'outil ici qui s'appelle Producibility. Et Producibility me demande de sélectionner ce que je veux analyser, de m'assurer que j'ai un point qui est mon seed point. OK? En faisant ça, il fait apparaître en bleu un petit vecteur qui représente l'orientation 0. Maintenant, j'ai quelque chose d'autre à changer ici parce qu'on me donne les paramètres du maillage. OK? Mesh Parameters. On me dit que c'est 39 millième 37. C'est pas gros, ça. Donc, si je garde ça, c'est que ça va me générer des courbes à tous les 39 millième 37. Si j'ai une petite pièce, c'est encore pas si pire, mais si j'ai une grande pièce, ça va cruncher pour rien. Donc, je vous encourage à commencer avec quelque chose de peut-être un petit peu plus gros, style un quart de pouce. OK? Et quand ça c'est fait, là, je me pose la question de savoir c'est quoi qu'il vient de régler. Parce que moi, j'utilise 0.25 dans les deux cas parce que toutes les fois que j'ai essayé des valeurs différentes, ça a crashé. Je me suis tanné. Si ça vous tente d'essayer, allez-y. Mais on présente le warp et le weft qui correspondent à quoi par rapport à la chaîne et à la trame? Vous vous rappelez de ces termes-là? La chaîne et la trame? C'est quoi la chaîne? La chaîne, c'est la longueur du rouleau. Donc, c'est la fibre la plus longue, en tout cas celle qui va sur la longueur du rouleau. Donc, la trame, c'est ce qui est transversal. Trame transversale, ça peut vous aider. Cool. En anglais, warp et weft. Juste des fois, vous avez déjà vu possiblement un métier à tisser qui peut être industriel ou manuel. Mais on a la chaîne qui passe devant l'opérateur quand c'est une machine manuelle, puis la trame, ben, elle se bâtit en faisant circuler à travers une petite pièce de bois qui ressemble à un petit bateau qu'on appelle une navette, un petit rouleau avec la fibre, et on la fait passer de gauche à droite. Okay? Right and left, right and weft. OK? Donc le weft, c'est la chaîne, et le warp, c'est la trame. C'est pas vrai. Le weft, c'est la trame, et le warp, c'est la chaîne. OK? De cette manière-là, ben, ça vous donne une possibilité de savoir. Moi, j'ai tenté à quelques reprises de dire, OK, je vais en mettre un à point 1, l'autre à point 3. Ça fait que je vais voir des sections rectangulaires, puis me voir sur la pièce qu'est-ce qu'elle chaîne la trame. Ça n'a pas marché. Donc, ça vous tente, vous essayerez, là, mais essayez pas ça dans un examen, OK? Ça va crasher. Donc, j'ai ça fait. Je veux voir si potentiellement ça se place sur mon moule. Run Producibility Analysis. Les belles fibres bleues. Ça veut juste dire que je suis en bas de 15 degrés de déviation. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas, mais je suis en bas de 15. Donc, c'est acceptable selon mes standards. OK? Quand le Producibility est fait, il laisse une trace dans l'arbre sur laquelle je peux revenir en tout temps. Clic. OK? C'est quoi que ça donnait? Ça donnait ça. OK? Donc, les paramètres sont déjà là, puis on est en business. OK? Il faut que cet item-là soit là pour l'étape après. Tu sais, vous essayez de définir le pli, puis tout de suite de déplier, ça ne marchera pas. Il faut que le Producibility Parameters soit dans l'arbre. Et là, vous serez capable d'aller chercher l'option ici de Flattening, où on demandera à Ply 1 de se déplier sur ce plan-là par rapport à ce point-ci. Et là, avec un petit peu de chance, Apply
vous donnera ça. OK. Donc là, j'ai déplié mon contour en fonction d'un point qui était ici. Je déplierais le même contour avec un point qui est là. Le contour pourrait changer un petit peu de forme, il pourrait changer un petit peu de place dans l'espace. OK? C'est l'effet que ça aura. Maintenant, on a fait un. Fantastique. Ça, c'était mon fruit de fibre de verre, mais j'ai 5 directions ici, puis je voudrais avoir de la fibre de carbone sur 5 autres plis. Donc, on va leur définir 5 autres plis? Bien sûr, mais pas un à un. J'ai tout défini ici. J'ai une partie de la géométrie qui est utilisable, donc on va commencer par la copier. On va venir la recoller une fois pour faire optimiser notre travail un peu, ou optimiser, et pas faire optimiser, mais optimiser. Donc, je vais venir ici, juste renommer ça, dans un premier temps. Donc, Ply 2, si je reclique dessus, je tombe sur ces boîtes de dialogue. C'est la même surface, c'est le même contour. Il n'y a pas de flatten, mais au niveau des attributs, cette fois-ci, je vais avoir ce matériau-là. C'est le même 0, c'est le même Access System. Et c'est le même Dripping Direction. Merci, bonsoir, elle est partie. Voici maintenant mon Ply 2, qui est défini en fibre de carbone à 0 degré avec ce que j'ai besoin. Et si on regarde un petit peu, le Ply 2 est très semblable parce que j'ai le Flattened Body de Ply 2 qui est créé parce que j'ai copié la géométrie. Mais le Flattened Body, il colle pas mal sur le pli que j'avais. OK, les deux sont à 0 degré, c'est juste deux matériaux différents. C'est pas nécessairement anormal que les comportements soient semblables. OK, on va vivre avec pour celui-là. Parfait. Je vais maintenant copier Ply 2 parce que je gagne le carbone par rapport au premier qui était juste en fibre de verre. Donc, je copie. Et je le paste. Donc ça va être mon Ply 3. Puis en fait, j'ai 3, je dois me rendre à 6. Donc 3, 4, 5 et 6. Ce qui fait que j'ai Ply 1, Ply 2. Puis là, j'ai tous des Ply 2. Donc Properties, Ply 3. Properties Ply 4. Properties Ply 5. Et Properties Ply 6. Donc, je reviens sur mon Ply 3. On avait modifié tantôt pour 0. On va aller à 35. OK, check. On va aller chercher le Ply 4 à 45. Le Ply 5 à moins 45. Et le Ply 6 à 90. Change pas grand chose, hein? On voit des couleurs apparaître là. On va plus changer de point de vue. OK. Ply 1 c'était lui. 2 est pas mal collé dessus. 3 est rendu ici. 4 est rendu ici. 5 est rendu ici. Et 6 est rendu là. OK, donc ça peut déformer, ça peut dériver, puis tout ça dépend de la position du seed point, de l'élasticité du matériau et de la forme ou de la courbure de la surface sur laquelle on s'appuie. OK? Donc, mes plis sont fabriqués, sont faits. Et là, je voudrais être capable de sortir les contours qui sont là, envoyer ça à une machine à commande numérique, les faire découper. J'ai donc la possibilité de faire un export du Ply Data
Là, qu'est-ce que je veux transférer? Toute ma séquence. OK, donc les 6 plis. Je veux le choix d'exporter de la géométrie IGES ou de la géométrie DXF qui va rentrer dans des machines de type Axis avec des têtes à ultrasons. Donc, en DXF, je peux avoir mon part name, mon direction name, mon material name, une ligne, plusieurs lignes. En tout cas, j'ai un certain nombre de paramètres. À quel endroit je veux avoir peut-être mon strategy point et ma rosette. Et je voudrais exporter quelque part comme, disons, le bureau. OK, desktop, c'est bon. OK. Donc, ça crunch un peu. Et ça m'a donné quelque chose que je peux voir maintenant dans mon bureau. Glace. OK, ça c'est du 0. Bon. Donc, j'ai mon information, c'était le 3D, c'était la séquence, j'ai mon matériau, j'ai mon orientation, j'ai ma rosette qui est ici, ça c'est mon 0, puis mon scale, mon nom de vue. Donc là, je viens d'exporter ma géométrie pour la découpe. Cool, n'est-ce pas? Maintenant, moi, je bâtis une pièce, OK, j'ai fait mes plis, mais je veux me laisser des traces, soit pour de l'analyse, à savoir qu'est-ce qui fait quoi où, ou encore pour me produire de la géométrie qui va me servir à produire mon dessin, parce que il est possible de faire la cotation de pièces 3D via le MBD, OK, FTNA, ou la cotation 3D. Bonjour. Donc, il est possible de faire la cotation directement dans le modèle 3D. Puis vous avez vu des dessins de pièces composites où à un moment donné, on vous présente une espèce de coupe avec, surtout quand vous avez des inserts en Omex, vous voyez les deux séries de fibres qui passent de chaque bord, puis vous avez le petit tableau là, qui vous dit 0,90, tout ça, avec la flèche en haut, la flèche en bas, tout ça. C'est beau, là, mais c'est que si vous voulez faire ça en 3D, il faut que vous soyez capable de montrer ça sur la pièce. Donc, on a des outils qui servent à faire ça. On a, entre autres, et là, pour le faire, j'ai besoin évidemment de points. Donc, je vais me faire un premier point, disons, dans ce coin-ci. OK, ça c'est bon. Je vais m'en faire un autre, disons, ils vont tous donner la même chose, là, mais c'est pas grave. Je vais montrer qu'on peut en faire quand même plusieurs de ça. Donc, je vais m'en faire un autre ici. Et je vais m'en faire un troisième ici. Vous pouvez faire ce qui s'appelle des core samples. Un core sample, c'est exactement comme si en un point, vous plantez une aiguille et vous allez investiguer à savoir qu'est-ce que vous rencontrez. Donc, core samples, c'est l'icône que l'on rencontre ici. Core sample. Donc, core sample sur ce point-là. OK, donc vous voyez le vecteur que ça crée. Je suis en train de créer le Core Sample 1. Apply. Je vois que je rencontre le pli 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui est un fiberglass, ainsi de suite. OK. Puis j'y vais dans cette direction-là. Si j'inverse, on vient d'inverser les prix. OK? On peut jouer avec ça pendant ce qu'on veut faire. OK, donc apply. Puis quand j'ai fini, OK, ça me laisse une trace ici. Je peux me faire autant de core samples que j'ai besoin. Donc, j'en ai besoin dans une autre zone, tu sais, parce que là, on a 6 plis partout. Mais si j'avais du 18, 24, je me fais des core samples dans chacune de mes zones. Donc, quelqu'un qui se questionne à savoir qu'est-ce qui se passe là, bien, plus tard, il revient sur le modèle, il fait juste double-clic là-dessus, clic. Il tombe sur sa table, il sait exactement qu'est-ce qu'il a besoin. OK, donc c'est à ça que ça sert les core samples dans le modèle. Donc, vous pouvez vous en faire quelques-uns. Et ça, c'est grand Colin. Autre chose qu'on peut faire qui peut être pratique, vous pourriez vouloir créer une section dans votre modèle 3D pour illustrer qu'est-ce qu'est justement votre laminage. Donc, vous avez ici Fly Section.
Vous pourriez avoir une courbe sur la pièce ou utiliser un élément transversal comme un plan. OK, donc je viens chercher pour mon stacking ici ce plan-là. Ça me donne cette intersection-là. Ici, je fais Apply. J'obtiens quelque chose que je dois zoomer si je veux voir. Je zoome si je ne décide pas de rajouter un petit 0. Ce qui me donnerait ça. Pas mal plus facile à voir. Là, vous avez le loisir de dire, OK, je vais avoir une représentation comme ceci ou comme cela. Ce qui n'est pas exactement pareil. Donc, tu sais, quand on peut... Ben, en tout cas, c'est une question de goût, là, mais moi, je n'aille pas ça. Et si j'avais une définition avec des overlaps, des choses du genre, ben là, je peux jouer avec ma représentation de rang. OK, parce que ça va avec l'échelle, évidemment. Donc, disons que j'accepte tout ça comme ça et j'ai eu ma section. D'un autre sens, je peux décider de faire une nouvelle section. OK, donc ici, par rapport à ce plan-là. OK, donc je prends mon stacking toujours. Par rapport à ce plan-là, ça me donne une courbe qui traverse pleine grandeur. OK, je garde le même facteur de 10. Apply. Ça ressemble à ça. OK, donc je peux faire des sections en plus. Autre chose que je peux faire, c'est que je pourrais être intéressé à créer une surface par pli. Donc, j'ai ceci, qui est le Ply Exploder, qui me demande encore qu'est-ce que je vais aller chercher. Donc, mon stacking, différentes façons de jouer avec ça, facteur d'échelle, sag, ainsi de suite, apply. OK. Ça va me donner des surfaces comme ce qu'on a ici, qui apparaissent. Là, je peux peut-être mettre un scale de 10 là aussi. OK, donc ça déporte les surfaces à travers la pièce. Et finalement, une dernière chose, je vais y cacher peut-être là. Ça, c'est pas grave. J'ai un paquet de sections qui viennent d'apparaître. Hide show. Et toi, tu étais Lysis. Hide show. Bon. Dernière chose qui pourrait être intéressante, une fois que j'ai défini ma pièce, et en n'oubliant pas que là, ce que je vais obtenir va être bien plate comme résultat, que j'aurais pu faire autrement, mais pensez à la pièce qui est faite avec des overlaps, avec des cores en nid d'abeille, avec des bouts où il y a des no splice, où il y a des no overlap, des choses du genre, et où, ultimement, ben, j'aurais un certain niveau de pièce, puis j'aurais des bosses ou des creux à différents endroits. Solid from plies. Ici. Solid from plies, en fonction de mon stacking, me permet facilement d'avoir une maquette qui représente l'alignement des plis en 3D. OK? Je ne sais pas aujourd'hui sur FiberSim, mais en 2011, cette fonctionnalité-là n'était pas là. Ce qui voulait dire que pour être capable d'obtenir la même pièce quand on avait des rampes qui se faisaient à travers les différentes migrations de fibres et tout ça, il fallait faire des offsets de surface en fonction du nombre de plis qu'on avait besoin. Il fallait définir les zones où on avait toutes nos migrations de 22 plis à 14 plis et ainsi de suite. Il fallait créer des surfaces intermédiaires pour finalement utiliser un gros joint qu'on venait écraser sur la surface de départ de la pièce pour essayer de remplir et se créer un solide puis travailler avec. Juste cette fonctionnalité-là est intéressante. OK? Donc, ce que je viens de faire avec cette pièce-là, ça va ressembler un petit peu à votre question de composite final. OK? Je vais vous donner probablement la surface. Peut-être les contours, mais peut-être un dessin en fonction de la surface.
Et il faudra, si je vous donne le dessin, produire les courbes pour arriver à la géométrie de votre contour pour être capable de définir ensuite les plis, les ci, les ci, les ça. OK? Je ne sais pas si l'examen encore traîne dans le dossier, mais l'an passé, à partir de la fusée de Tintin, j'avais un sas où j'avais défini des zones où il fallait aller créer des coins de pièces, des choses du genre, là, en composite. C'est ça, mais avec tout l'environnement où il faut aller bâtir votre géométrie vous autres-mêmes. OK? Donc, je cesse l'enregistrement et je libère vos machines.